Elle est partie avec l'efficacité calme de quelqu'un qui monte dans un VTC, sans se retourner sur 13 ans de mariage, pas de cris, pas de larmes, juste 2 valises préemballées et un dernier regard par-dessus son épaule. Je pense qu'on a évolué différemment, a-t-elle dit d'un ton neutre, presque ennuyé, comme si nous étions une paire de baskets ayant perdu leur amorti. Je me souviens que mes doigts étaient encore humides à cause des réglages de l'arrosage automatique que je venais de reprogrammer pour les nouveaux horaires d'été. C'était un de ces samedis de printemps d'où tout sent les agrumes et l'herbe fraîchement coupée. Son timing était chirurgical car 2 jours plus tard, son compte Instagram devenait public, premier post, un bistrot chic sur un toit terrasse parisien, verre de vin levé, épaules pressées contre le torse d'un homme, son sourire excessivement soigné, et la légende qui a fait mal disait « Enfin avec quelqu'un qui comprend l'ambition couple de pouvoir ». J'ai découvert plus tard que son nom était Maxime, son « mari de bureau ». Vous connaissez ce terme pour ces blagues complices inoffensives. Il me comprend, disait-elle. Des déjeuners du lundi qui s'étiraient on ne sait comment en cocktail après le travail. J'avais déjà vu son nom passer mais je n'y avais jamais prêté attention, et maintenant son LinkedIn était devenu sa nouvelle Bible. Chaque conversation avec nos amis se transformait en conférence TED sur la vision de Maxime et sur le fait que l'excellence en entreprise exige des sacrifices. Elle disait des choses comme « Julien s'est toujours contenté de construire petit », alors que Maxime pense global. Elle a cessé d'appeler notre vie un partenariat pour l'appeler une phase. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai même pas demandé pourquoi, j'ai juste arrêté d'arroser le jardin 2 jours plus tard, cela semblait inutile, comme nourrir un chien qui s'est déjà enfui chez le voisin. Et, si vous écoutez encore, la plupart d'entre vous ne sont même pas abonnés mais ça nous aide à continuer, donc si vous aimez ce genre d'histoire, vous savez où est le bouton. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à remarquer que la vraie trahison n'était pas seulement le départ, c'était la réécriture de l'histoire. Elle n'est pas sortie avec grâce, elle a révisé le récit. Du jour au lendemain, je suis passé de Marie à Boulet. J'ai découvert qu'elle disait à ses amis que je manquais d'ambition, que j'avais l'esprit étroit. Imaginez-vous entendre ça de la part de quelqu'un dont l'idée du risque était de changer de marque de shampoing. L'ironie ? Elle ne m'avait jamais demandé une seule fois comment j'avais obtenu des taux de crédit immobilier si bas, pourquoi nos impôts étaient toujours impeccables ou pourquoi son plafond de carte bancaire augmentait comme par magie chaque année, elle supposait juste que la paperasse se gérait toute seule. Maxime, par contre, était à accent grave-l'œil, costume cintré, voix forte, ratio LinkedIn parfait, il a posté une fois un selfie dans un jet d'entreprise avec la légende, privé parce que le public c'est pour les passagers, et elle a adoré ça. Elle a emménagé dans son appartement du 16e arrondissement, une tour moderne avec des murs vitrés et 0 livres, le genre d'endroit où chaque surface est en marbre mais où le frigo est vide. Ils ont commencé à se montrer ensemble à des événements de réseautage, côtoyant des gens qui utilisaient des mots comme « synergie » et « échelle ». Je le savais parce que quelques connaissances communes m'envoyaient des captures d'écran, ne sachant pas si j'avais vu. Je ne répondais pas. Un ami m'a envoyé un message, « Ça va ?» J'ai tapé, jamais été aussi bien, puis j'ai effacé, j'ai tapé, j'espère qu'elle est heureuse, et j'ai effacé ça aussi. Ce que je voulais dire, c'était, regarde, contente-toi de regarder. Parce que je n'étais pas en colère, pas vraiment, je faisais l'inventaire, pas des sentiments, mais des faits. Parce qu'on peut perdre une personne, mais si on reste très, très silencieux, on peut voir ce qui se trouvait derrière elle, ce qu'elle essayait de vous cacher, et une fois qu'elle s'écarte, l'image complète devient nette. Dans cette nouvelle clarté, j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos de l'entreprise de Maxime, celle dont elle ne cessait de parler, renard et chassagne, pas une start-up, pas une boîte de tech, mais un groupe de conseil historique, de la vieille fortune, des contrats sérieux, le genre d'endroit avec des portes en acajou et 4 niveaux de clauses de non-concurrence. Je ne reconnaissais le nom que parce qu'il y a des années, j'avais brièvement été consultant pour l'une de leurs filiales coquilles lors d'une restructuration, une faveur vraiment, à peine facturée. Ils avaient payé en actions d'une holding dormante, je ne les ai jamais encaissées, j'ai juste archivé le dossier avec les déclarations fiscales de ma vieille SARL et j'ai oublié jusqu'à ce que ce hashtag couple de pouvoir me le rappelle. Et là, j'ai commencé à creuser, pas émotionnellement, mais stratégiquement. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un SMS comme si elle répondait à une invitation pour un apéro, pas d'excuses, pas de conscience de soi, juste, Maxime et moi pensions qu'il serait bon de dîner ensemble, dissiper les malentendus, pas de tension, juste une clôture mature. Une clôture. Elle n'avait même pas fermé le tiroir de la chambre avant de courir dans les draps d'un autre, mais maintenant elle voulait jouer les êtres éclairés,
sourire de l'autre côté d'une table en sirotant du vin rouge et prétendre que nous étions tous des adultes qui s'étaient simplement éloignés. Je n'ai pas répondu, pas parce que je manquais de mots, mais parce que toute réponse me semblait indigne. On n'écrase pas une mouche quand elle se pose sur votre assiette, on change juste d'assiette. Ce vendredi soir-là, mon téléphone a vibré avec 4 photos, pas de contexte, juste des clichés, d'abord un restaurant gastronomique tamisé, des bougies vacillant sur des verres à vin et des couverts de créateurs, deuxièmement, sa main manucurée sur la table, posée sur la Rolex de Maxime bien en évidence comme un trophée, troisièmement, un ticket de voiturier avec le logo d'un club privé embossé en or, quatrièmement, l'arrière de sa berline de luxe, ses talons enlevés, ses jambes repliées. Sous elle comme si elle était enfin arrivée. C'était censé piquer, et pendant une seconde, peut-être que ça l'a fait, pas parce qu'elle me manquait, mais parce que j'ai réalisé qu'elle avait toujours confondu le style avec la substance. Elle montrait l'emballage d'une vie en le prenant pour le cadeau. J'ai regardé ces photos comme un analyste légiste, pas de bague au doigt, aucune trace de la personne qui passait ses dimanches matins en jogging à manger des restes de lasagne froide devant le frigo. Elle avait tout effacé, supprimé les souvenirs et les avait remplacés par des réservations de table et des sourires filtrés. Mais pendant qu'elle sirotait du vin importé, je passais au crible quelque chose de tout à fait différent, nos dossiers hypothécaires. Vous seriez surpris de ce que les gens oublient quand ils partent, titre de propriété, signature, ancien pacte d'associés. J'avais une armoire pleine de paperasses qu'elle pensait probablement disparues dans le néant numérique, mais je ne numérise pas tout, il y a des choses que je confie encore au papier, surtout les moyens de pression. J'ai trouvé notre dossier de co-investissement original pour l'appartement qu'on avait rénové en 2016, un dossier qu'elle avait signé sans le relire à l'époque où elle disait « Gère les détails, Julien, tu es doué pour ce genre de truc. » Et je l'étais, je le suis toujours. Le document comportait une clause particulière, une que j'avais insérée sur la suggestion d'un client qui s'était fait avoir par son ex, quelque chose sur la déchéance réciproque des droits sur le capital en cas de cohabitation non divulguée pendant la détention du bien. Cela semblait obscur à l'époque, une hypothèse bizarre, mais je l'avais gardée. Et maintenant, elle affichait un nouvel arrangement de cohabitation sur les réseaux sociaux alors qu'elle était techniquement toujours liée à 2 propriétés communes, l'une que je prévoyais de refinancer, l'autre mise en vente dans son dos. Elle n'avait même pas remarqué que l'annonce immobilière était en ligne car son compte email était paramétré pour transférer vers un dossier qu'elle ne consultait jamais. Je ne cachais rien, je n'agitais simplement pas de drapeau. Je me suis aussi connecté au vieux dossier Dropbox qu'on utilisait pour la saison des impôts, elle n'avait pas mis à jour son mot de passe depuis 3 ans. Dedans, relevé conjoint, contrat de travail et son CV complet, jusqu'à la fausse initiative de développement communautaire qu'elle prétendait diriger, qui n'était en fait qu'un blog avec 3 articles tous écrits en une nuit. J'ai gardé un visage impassible en passant tout en revue, pas de rage, pas d'amertume. Ce n'était pas une vengeance, c'était une excavation. Sous la surface de notre séparation civile, elle m'avait donné tout ce dont j'avais besoin, pas seulement un levier, mais un récit. Et je commençais à comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais compris, quand quelqu'un essaie de vous humilier publiquement, ne ripostez pas, ne postez pas de contre-photos, n'appelez pas les amis communs pour clarifier. Attendez juste. Parce que si vous êtes patient et chirurgical, vous n'avez pas besoin de répondre du tout, la chute s'écrit d'elle-même. C'était un de ces jeudis soirs calmes où le silence semble mérité, pas de télé, pas de musique, juste le bourdonnement bas du frigo et le tic-tac de l'horloge murale que je voulais remplacer depuis 1 an. Je scannais de vieilles factures, liquidant les dernières traces papier de la maison que je n'appellerais bientôt plus la mienne. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Normalement je laisse sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Monsieur Dubois, a dit la voix, sèche, coupante, indéniablement aristocratique, j'ai besoin de vous dans mon bureau demain matin. Précis. Pas d'introduction. Pas de nom d'entreprise, juste un ordre. J'ai tenu le téléphone entre l'épaule et la joue, regardant encore à moitié une vieille facture d'électricité de 2019. Je pense que vous faites erreur. Non. C'est Laurent Huet. Mes doigts se sont arrêtés. Le nom m'a redressé comme un réflexe. Laurent Huet, PDG de Renard et Chassagne. Le patron de Maxime. Le sommet de la chaîne. Je n'ai rien dit. Traitement en cours. Ne mentionnez pas cet appel, a-t-il ajouté, à votre ex-femme ou à son associé. Il y a eu une pause. Pas longue, juste assez pour que l'implication s'installe. Pouvez-vous être là demain? Bien sûr, mais pourquoi, ai-je finalement demandé,
sachant déjà que je n'aurais pas de réponse directe. Parce que, a-t-il dit, vous êtes listés et cela les affecte tous les deux. Puis il a raccroché. Pas d'adresse donnée, pas de détails, juste un nom et une heure. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais anxieux, mais parce que j'étais curieux. Une curiosité rasoir. Qu'est-ce qui pouvait bien me relier à cet homme, à cette entreprise et à eux? J'ai tapé le nom dans tous les répertoires auxquels je pouvais accéder, revues juridiques, fuite d'entreprise, registre du conseil d'administration, rien d'utile. Huet était un fantôme enveloppé dans des costumes sur mesure. Son entreprise n'était pas seulement riche, elle était entrelacée avec des contrats d'État, du développement immobilier et des conseils d'administration confidentiels, le genre de pouvoir qui ne fait pas de publicité. Et j'avais été listé. Le mot m'est resté, pas invité, pas demandé, listé. Cela impliquait une connaissance préalable, comme si j'avais attendu dans un classeur quelque part qu'un scénario déclenche ma pertinence. J'ai donc passé le reste de la nuit à me préparer, pas physiquement, mais mentalement. J'ai imprimé ma vieille facture de consultation de la société Écran qui m'avait payé en actions partielles. J'ai relu la clause sur le statut d'actionnaire silencieux. À l'époque, cela semblait cérémoniel, comme recevoir une médaille pour une guerre où vous aviez à peine servi. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. À 9h52 le lendemain matin, je me suis garé dans le parking souterrain du siège de Renard et Chassagne. Le bâtiment n'était que vers Miroir et Confiance de Pierre. Pas d'enseigne, juste une gravure subtile RSC sur la fenêtre d'angle. À l'intérieur, le hall était plus froid que je ne l'imaginais, murs gris, au plafond, lumière blanche, clinique, conçu pour vous faire sentir à la fois insignifiant et surveillé. J'ai donné mon nom à la femme à l'accueil. Elle n'a même pas levé les yeux, a juste tapé quelque chose, a hoché la tête une fois et m'a tendu un badge visiteur sans couleur, juste mon nom et un seul mot en bas, restreint. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, un garde de sécurité est apparu, grand, silencieux. Il a fait signe vers l'entrée latérale. Pas les ascenseurs que les autres utilisent. Demande de monsieur Huet, a dit la femme sans lever les yeux. Le garde m'a conduit devant un mur lambrissé qui s'est ouvert sans un bruit. À l'intérieur, un ascenseur privé, acier inoxydable, pas de bouton, juste un lecteur de cartes et un petit écran qui affichait « Niveau R ». Je suis entré, les portes se sont fermées et l'ascenseur a bougé. Pas vers le haut, pas vers le bas, juste quelque part. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la rage, pas de la trahison. C'était de l'anticipation. Le sentiment que quelque chose de plus grand se déroulait, quelque chose d'orchestré. Je n'étais plus au bord du gâchis, j'étais conduit en son centre. Et quelqu'un était enfin prêt à me montrer pourquoi. L'ascenseur n'a pas fait de bruit de cloche, il a chuchoté. Un instant j'étais dans une capsule miroir d'acier brossé et de silence glacé, et l'instant d'après les portes glissaient, non pas sur un étage marqué par des cubicules et de l'agitation, mais sur quelque chose de plus ancien, de plus calme. La pièce avait le calme d'une cathédrale, pas de musique, pas de bavardage oisif, juste le doux murmure de l'air filtré et le faible bourdonnement de l'éclairage caché dans des panneaux encastrés. Une longue table de conférence s'étendait sur un parquet en noyer qui semblait poli à la main. À gauche, un mur d'écran, certains clignotant avec des tableaux de bord de l'entreprise, d'autres noirs. À droite, des étagères du sol au plafond remplis non pas de livres mais de classeurs, des centaines, codés par couleur, sans étiquette. Et assise au milieu de tout ça, comme une reine dans un tribunal, se trouvait une femme au début de la soixantaine, cheveux argentés torsadés proprement en arrière, pas de bijoux, pas de logo, juste un chemisier bleu marine, un pantalon sombre et un regard qui ne s'embarrassait pas de politesse. Elle ne s'est pas levée tout de suite. Elle m'a étudié un instant de plus qu'il n'était confortable, puis s'est finalement levée et a tendu la main. « Je m'appelle Éléonore de Vigan », a-t-elle dit. Associée fondatrice. Ce nom a frappé plus fort que le trajet en ascenseur. Pas la PDG, pas la présidente du conseil. Le nom de Vigan, peut-être l'équivalent français du Chassagne de l'enseigne, le nom qui n'était jamais prononcé avec désinvolture dans les articles. Elle n'était pas juste supérieure à Huet, elle était le plan d'architecte. Elle a indiqué le siège en face d'elle et je me suis assis sans un mot. J'imagine que vous avez des questions, a-t-elle dit, mais je préfère commencer par quelques réponses. Elle a tapoté l'écran à côté d'elle. L'un des affichages sur le mur s'est allumé, un organigramme, des visages, des rôles. L'un d'eux était Maxime. En dessous, ses journaux d'accès,
ses entrées de calendrier, ses notes de réunion, puis le nom de mon ex-femme lié à ces mêmes réunions. Pas étiquetée comme invitée, mais comme contributrice. Monsieur Dubois, a-t-elle dit, je ne suis pas ici à cause de vous. Je suis ici à cause de ce que votre ex-femme et son compagnon ont omis de voir. Elle a tapoté à nouveau. Un contrat est apparu. Il semblait familier, mais seulement de la manière dont les choses oubliées le sont. Ma signature, mon ancienne SARL, et une série d'accords d'héritage d'une société écran maintenant absorbée que Renard et Chassagne avaient acquise il y a 5 ans. J'ai fixé l'écran. C'est à moi. Vous possédez actuellement 12% d'intérêts silencieux dans Renard et Chassagne Consolidated Holdings via une société de conseil dormante que nous avons acquise lors de notre restructuration offshore. Votre nom n'a jamais été retiré parce que, elle a incliné légèrement la tête, vous n'avez jamais encaissé. J'ai avalé difficilement. Je ne savais pas que c'était encore actif. Ça l'est, a-t-elle dit platement. Et en tant qu'actionnaire minoritaire silencieux, vous avez droit à certaines divulgations qui, malheureusement, ont été violées. Elle a éteint l'écran et laissé le silence agir sur moi. Votre ex-femme, a-t-elle continué, a été invitée à un séminaire stratégique sous de fausses références. Maxime l'a listée comme consultante en conformité. Elle a signé un accord de non-divulgation qu'elle n'a pas compris, puis a participé à 4 sessions liées aux prévisions de bénéfices, à la propriété intellectuelle et aux discussions de fusion potentielle. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas possible. Elle a pris des notes, posé des questions. Elles ont été enregistrées. Elle a tapoté un autre écran. L'audio a commencé à jouer. La voix de mon ex-femme, confiante, un peu suffisante. Mais si le partenaire européen ne prolonge pas la fenêtre d'exclusivité, disait-elle, vous devrez diluer la clause de conversion, non? Sinon les actionnaires vont paniquer. Clic. Éléonore a croisé les mains. Elle est intelligente, ai-je murmuré, plus pour moi-même. Elle est imprudente, a corrigé Éléonore. Et Maxime est pire. Il lui a donné accès aux fichiers internes en utilisant ses identifiants de directeur. Tout est traçable, consigné, stupide. Je suis resté là, abasourdi, pas seulement par l'ampleur de la chose, mais par la rapidité avec laquelle la dynamique s'était inversée. Je suis venu ici en m'attendant à des menaces voilées ou à un contrôle des dégâts polis. Au lieu de cela, on me tendait un détonateur. Donc, a dit Éléonore, vous pouvez porter plainte ou nous pouvons gérer cela discrètement. Pourquoi m'impliquer? Elle a eu un demi-sourire, à peine. Parce qu'il pensait que vous étiez insignifiant. Et dans cette firme, l'insignifiance est l'illusion la plus dangereuse que vous puissiez donner à la mauvaise personne. Elle s'est levée et s'est dirigée vers un petit meuble, a sorti un dossier fin et me l'a tendu. Un mémorandum conjoint du conseil, daté. Maxime, suspendu en attente d'examen. Mon ex-femme, contrat résilié pour violations éthiques sous la clause 12B. Vous n'avez rien à signer, a-t-elle dit. Mais nous apprécierions votre présence quand ils seront informés. J'ai regardé le dossier, puis le mur d'écran. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi ne pas simplement leur envoyer une lettre? Elle a incliné la tête à nouveau, la voix calme comme un scalpel. Parce que parfois, la chose la plus puissante dans une pièce est la personne sur laquelle il pensait avoir déjà marché. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas juste une question de justice. C'était du théâtre, du pouvoir, de la position, et Éléonore de Vigan venait de me distribuer un rôle dans une scène qu'il ne savait même pas avoir répétée. Le dossier qu'Éléonore a glissé sur la table était bleu marine, sans marqué épais. Pas le genre de pochette utilisée pour la décoration ou le drame, pas de logo embossé, juste la fonction. Elle n'a pas dramatisé le geste, n'a pas fait de pause pour l'effet. Elle l'a glissé comme un croupier distribuant une main de cartes qui avait déjà décidé du jeu. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient des vérifications diligentes standards, antécédents, journaux de signature, historique de connexion, instantané de pistes d'audit. Le nom de Maxime revenait souvent, initial tamponné à côté d'accès aux fichiers restreints, horodaté juste avant et après des invitations à des réunions qui incluaient l'adresse email de mon ex-femme. Mais le cœur du dossier était au milieu, un contrat, un que j'avais signé il y a des années, vieux papier à en tête, le nom de ma SARL en haut, Dubois Stratégie Group. Je n'avais pas vu ce nom depuis près d'une décennie. À l'époque, c'était juste une structure flexible pour des missions de conseil quand j'avais besoin de garder les choses propres pour les impôts. Renard et Chassagne avaient acquis un cabinet boutique,
j'avais conseillé sur un obscur projet de restructuration lié à la conformité offshore. Mon paiement était divisé, partie en espèces, partie en intérêts différés dans leur holding. Je ne pensais jamais voir l'équité mûrir, mais j'avais gardé les papiers parce que je le fais toujours. Apparemment, eux aussi. Clause 7.3. Éléonore a dit, l'intérêt silencieux se convertit en droit de vote proportionnel dans toute affaire où le détenteur est matériellement affecté par des violations de conduite interne. J'ai cligné des yeux. Elle a tourné une autre page du dossier. Texte surligné, conflit d'intérêts, sous clause 14c. Aucun associé, employé ou contractant de filiale ne doit sciemment exposer des individus non habilités à des déclarations prospectives, des prévisions de fusion-acquisition ou des informations sensibles pour les actionnaires. En dessous, quelqu'un avait griffonné au stylo, violation confirmée. Voir incident 27 à 33. Le nom de mon ex-femme apparaissait dans les annotations. 6 entrées. L'une impliquait un commentaire de sa part sur une transcription d'appel en direct liée à une acquisition en cours. Une autre où elle avait apparemment envoyé une question depuis leurs vacances à Deauville demandant à Maxime s'ils allaient rééquilibrer leur exposition européenne basée sur l'échec du Q4. Maxime avait répondu avec une pièce jointe Excel, même pas protégée par mot de passe. J'ai levé les yeux, essayant de traiter ce que cela signifiait, et Éléonore, calme comme toujours, a simplement croisé les mains. Ils ont joué à la dinette dans un coffre-fort, a-t-elle dit, et ils ont laissé la porte ouverte. Elle n'a pas bronché. Préférez-vous que nous portions plainte? J'ai regardé le dossier, ma propre signature me fixant comme un fantôme qui attendait depuis des années de prendre vie. Ou, a-t-elle continué, souhaitez-vous gérer cela en interne? J'ai posé la seule question que je pouvais formuler. Pourquoi me donner le choix? Parce que, a-t-elle dit, vous n'êtes plus seulement un observateur. Et ceci, elle a tapoté le dossier, vous donne qualité pour agir. Je me suis adossé à la chaise. L'air semblait différent maintenant, plus lourd. Comme entrer dans une pièce où vous avez déjà été et réaliser que tous les meubles ont été décalés de 5 cm vers la gauche. Ils n'avaient pas juste violé une vague politique. Ils avaient brisé une structure. Ma structure, construite il y a des années et laissée dormante, oubliée de tous, sauf du système qui détenait encore mon nom. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitté. Je n'étais plus le mari jeté, le pari sûr et ennuyeux avec ses arroseurs et ses tableurs. J'étais autre chose maintenant. J'étais une variable qu'il n'avait jamais prise en compte. Une clause dormante ramenée à la vie non par vengeance, mais par une arrogance imprudente. Éléonore s'est levée. J'aurai besoin de votre réponse d'ici lundi. Nous avons déjà le mémo rédigé. Suspension pour Monsieur Danigne, Maxime, effective immédiatement. Résiliation du contrat avec notre filiale pour Madame Greer, Sophie. Tous les canaux internes seront mis à jour. Je me suis levé aussi. Que se passe-t-il si je dis non? Elle a souri faiblement. Alors cela procède sans votre approbation, mais ce ne sera pas aussi poétique. C'était là. La vérité sous la surface. Ce n'était pas une question de paperasse. C'était une question de récit. Ils m'avaient moqué avec leurs légendes soignées et leurs dîners stratégiques. Maintenant, ils allaient apprendre la conséquence de piétiner quelqu'un qui documente tout. J'ai hoché la tête. Je serai là. Éléonore m'a raccompagné elle-même à l'ascenseur privé. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu une dernière fois la pièce, les écrans, les classeurs, la chaise qu'elle ne leur avait pas offerte. Et à ce moment-là, j'ai compris exactement ce que j'étais devenu. Pas le fantôme d'un mariage brisé, pas l'homme remplacé, mais le nom dans le dossier qu'il n'avait jamais lu. Éléonore n'a pas cligné des yeux en tendant le mémo à son assistante. La femme l'a pris sans un mot, disparaissant derrière un mur lambrissé comme si elle avait été formée aux sorties discrètes. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse quelque chose d'aussi froid que du papier pouvait défaire deux personnes qui se croyaient invincibles. Pas de cris, pas de discours de vengeance, juste un paragraphe marqué de jargon juridique et de conséquences. Maxime Danigne suspendu en attente d'examen des violations éthiques spécifiquement sous les clauses 14C et 17B. Sophie Greer, résiliation de contrat avec effet immédiat pour violation volontaire des politiques d'information propriétaires. Il n'aurait même pas la dignité d'une réprimande en face à face. Pas d'avertissement, pas de délitement lent, juste une invitation calendrier, une session du conseil programmée et une ligne qui redessinerait tout leur avenir. Je me suis assis à nouveau en face d'Éléonore, ne me sentant pas victorieux, pas encore,
mais ne me sentant plus à l'extérieur du récit. Je n'étais pas une note de bas de page. Je faisais partie de la réécriture. Elle s'est tournée vers moi, voix égale, coupée, mesurée. J'aimerais que vous soyez là quand nous les informerons. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de voir ce qu'ils ont manqué. J'ai haussé un sourcil. Vous voulez dire moi? Elle n'a ni confirmé ni nié. Elle a juste glissé un autre papier sur la table. C'était un plan de table. Salle du Conseil 7A, table ovale, 13 chaises. Leur nom à l'extrémité. Le sien en tête et le mien le plus proche à sa droite. Pourquoi me mettre là? Éléonore n'a pas levé les yeux. Parce que le pouvoir a besoin de proximité. C'était tellement factuel. Je n'ai pas pu empêcher le petit souffle de rire qui m'a échappé. Vous voulez que ce soit personnel? Elle a finalement croisé mon regard. Monsieur Dubois, tout ce qui mérite d'être retenu est personnel. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris une chambre dans un hôtel de milieu de gamme à la lisière du quartier d'affaires. Rien de tape à accent grave-l'œil, ton neutre, bon wifi. Je ne voulais pas de familiarité, je voulais de la distance. Je me suis assis au bord du lit, j'ai fixé la ligne d'horizon et j'ai pensé à toutes les choses que je n'aurais pas remarquées si j'avais réagi émotionnellement au lieu de stratégiquement. Si j'avais crié, si j'avais exigé des explications, si je les avais pourchassés. Au lieu de cela, j'ai attendu, et maintenant ils marchaient droit dans une pièce dont ils ne savaient pas qu'elle s'était déjà retournée contre eux. Le lendemain matin, j'ai été escorté dans la salle du Conseil 7A par une assistante silencieuse qui ne m'a pas regardé dans les yeux. La pièce était plus froide que prévu, pas en température, juste en énergie. La tension bourdonnait sous la table comme un fil enterré. Il n'y avait pas de fenêtre, juste de l'art abstrait, un plateau de carafe d'eau intacte et un énorme écran LED sombre comme le vide. J'ai pris ma place, deuxième en partant de la tête, juste là où le plan m'avait placé, et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Maxime est entré le premier, confiance séchée, portant un costume taillé qui avait l'air cher mais distrait. Sa cravate n'était pas centrée. Il ne m'a pas remarqué au début, trop occupé à serrer des mains, souriant comme s'il possédait l'endroit. Sophie, mon ex-femme, a suivi. Elle m'a vu à la seconde où elle est entrée et s'est figée. Ce n'était pas dramatique, juste un subtil accroc dans sa démarche, comme si son talon avait accroché une seconde et que son cerveau n'avait pas décidé s'il fallait continuer à marcher ou se retourner et courir. Elle a souri quand même. Julien. A-t-elle dit doucement, comme si ma présence pouvait s'expliquer par la familiarité. Je n'ai pas rendu son sourire. J'ai juste hoché la tête une fois. Elle a pris son siège à côté de Maxime, 2 chaises plus loin que la mienne. Il s'est penché pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, probablement une blague d'initié, quelque chose sur le professionnalisme ou l'apparence. Puis Éléonore est entrée, la pièce s'est figée. Elle n'a pas dit un mot jusqu'à ce qu'elle atteigne la tête de la table, pose ses notes reliées de cuir sur la surface et s'assoit. Une tape sur l'écran derrière elle, et la LED s'est allumée avec 2 mots, examen des conformités. Le sourire de Maxime s'est effacé. Sophie a bougé sur son siège. Éléonore s'est tournée vers moi, son expression illisible, et a fait le plus petit signe de tête. Pas pour le théâtre, pas pour la gratitude, juste une reconnaissance. J'avais passé des semaines à être rejeté, moqué et redéfini dans des histoires que je n'approuvais pas. Et maintenant j'étais là, regardant 2 personnes qui pensaient avoir réécrit la fin réalisée lentement qu'elles n'avaient pas lu les petits caractères. La pièce s'est assombrie. Le mémo allait être lu. Et pour la première fois depuis son départ, mon ex-femme n'était pas celle qui tenait le récit. Elle était assise dedans. Maxime est entré dans la salle du conseil comme s'il marchait dans une séance photo, confiant, épaule haute, bouche tordue dans ce sourire pratiqué et sans effort qu'il avait dû répéter devant les miroirs de salle de bain et les reflets d'ascenseur. Il a scanné la pièce comme un homme attendant des applaudissements ou au moins de la déférence. Puis ses yeux se sont posés sur moi et il a tressailli. C'était bref mais réel, un bug d'une fraction de seconde dans la performance. Son sourire a tressailli juste assez pour trahir la reconnaissance et la confusion. Le sourire a essayé de s'imposer à nouveau, mais l'assurance avait été percée. Sophie est entrée quelques secondes plus tard. Son regard a scanné d'Éléonore à l'écran derrière elle, puis à moi. Et c'est là que l'air dans la pièce a changé. On pouvait presque l'entendre. La façon dont elle a cessé de respirer juste assez longtemps pour réaliser que quelque chose n'allait pas.
Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour me saluer, mais aucun son n'est sorti. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle a jeté un coup d'œil à Maxime. Il n'a pas regardé en retour. Éléonore, toujours assise en bout de table, ne s'est pas embarrassée de banalité. Pas de salutation, pas d'introduction. Elle a tapé sur l'écran. Le silence a été brisé par le clic d'un journal audio. Une conversation enregistrée, la voix de mon ex-femme demandant des projections de bénéfices, faisant référence avec désinvolture à un support de présentation confidentiel. La voix de Maxime a suivi, riant, lui disant « c'est bon ». Personne ne surveille ce niveau d'accès. Puis une entrée de calendrier est apparue. Une session stratégique marquée interne uniquement tenue un week-end à Deauville. Liste des participants, 8 cadres habilités, et Sophie, son email encerclé en rouge. Une autre tape. Plus de preuves. Un fichier Excel avec des métadonnées traçant le téléchargement jusqu'à l'IP de Maxime. Envoyé directement sur son Gmail personnel. La salle n'a pas halté. C'était trop corporatif pour ça, trop rodé. Mais l'immobilité est devenue suffocante. Le genre de silence qui mange l'oxygène et transforme les froissements de papier en coups de feu. Maxime s'est penché en avant pour essayer de récupérer la situation. Je pense qu'il y a un malentendu. Sophie observait juste. Nous n'avons pas, elle n'était pas habilitée, a dit Éléonore d'un ton plat. Il a continué. D'accord. Mais nous avions une permission verbale, un alignement interne disant qu'elle pouvait. Personne dans ce conseil, a dit Éléonore d'une voix de pierre, n'a autorisé d'alignement avec votre petite amie. La mâchoire de Maxime s'est serrée. Avec tout le respect que je vous dois, cela ressemble plus à une attaque personnelle qu'à une violation de politique. Ce n'est ni l'un ni l'autre, a-t-elle dit, lançant déjà la diapositive suivante. Des chaînes d'emails se sont allumées sur l'écran. Des douzaines. Son nom incrusté dans les fils de discussion. Elle n'avait aucun accès légal à. Mon nom apparaissant en bas du registre de propriété et ensuite, juste pour s'assurer que le couteau allait jusqu'au bout, le contrat avec ma signature. La SARL, la clause d'équité, clause 7.3 surlignée. Monsieur Dubois, a dit Éléonore calmement en se tournant vers moi, n'a jamais été informé de ces violations. Il avait qualité pour être notifié. Il ne l'a pas été. Cela seul est une violation de l'obligation fiduciaire. Sophie a finalement trouvé sa voie. C'est dingue, a-t-elle chuchoté en me regardant directement. Tu fais ça? Toi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Sa voix s'est brisée comme elle le faisait toujours quand la panique dépassait la logique. J'étais juste, a-t-elle commencé. Éléonore l'a coupé d'une main levée. Pas un cri, pas un claquement, juste une paume levée, et puis la phrase qui les a achevés. Vous étiez des pions, a-t-elle dit, les yeux comme de la glace. C'était lui l'actionnaire oublié. Aucun des deux n'a bougé. Maxime est resté figé, clignant des yeux comme un homme essayant de tout recalculer à la fois, son avenir, son image, sa stratégie de sortie. Sophie est devenue pâle. Tout le sang a quitté son visage comme si quelqu'un avait débranché une prise derrière ses oreilles. Je les ai regardés se désassembler en temps réel. Elle a essayé de parler à nouveau. Quelque chose sur les intentions, les erreurs, comment elle ne voulait pas franchir une ligne, mais les mots sont morts sous le poids des preuves tapissant maintenant le mur derrière Éléonore. Un peloton d'exécution numérique. Vous avez accédé à des informations illégalement, a continué Éléonore. Vous avez participé à des discussions en dehors de votre rôle, en dehors de votre habilitation, et en violation de notre code d'éthique. Elle a retourné un dernier document sur la table. Le contrat de Maxime, raturé de rouge. L'accord de Sophie. Résilié. Pas de recours. Pas d'indemnité. Juste fini. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas dit, voilà ce que coûte la trahison. Je me suis juste assis, comme indiqué, au deuxième siège en partant de la tête de table, exactement là où ils n'avaient jamais imaginé que j'appartiendrais, et j'ai regardé les lumières dans leurs yeux s'éteindre. Pas parce que je les ai punis, mais parce qu'ils se l'étaient fait à eux-mêmes. Et j'ai simplement laissé la vérité entrer derrière eux. La salle du conseil ne s'est pas vidée comme dans les films. Pas de porte qui claque, pas de sortie dramatique. Maxime et Sophie ont été escortés calmement par une assistante au visage ferme en tailleur sombre qui n'a même pas utilisé de mots, juste un geste. Maxime a résisté au début,
a essayé de gagner du temps, de marmonner quelque chose sur le besoin de clarifier, mais s'est arrêté au moment où Éléonore a dit « Ce n'est plus votre réunion ». Et juste comme ça, ils étaient partis. La porte s'est refermée derrière eux avec une précision presque chirurgicale. Éléonore n'a pas levé les yeux. Elle a simplement tapoté son stylet contre ses notes, puis a fait un signe de tête vers l'autre bout de la table. Continuons. Je ne reconnaissais pas la plupart des membres du conseil. Des hommes plus âgés en chemise à col haut, des femmes aux cheveux coupés nets et aux bijoux discrets, puissamment banals d'une manière qui criait l'influence. Ils avaient tous des tablettes ouvertes, des documents préchargés, des votes prêts. Personne n'était choqué. Personne ne chuchotait. Cela avait été préparé. Le président, un homme nommé Dreton avec une voix comme du gravier, a lu la motion à haute voix, sèche comme du béton. Motion 44B, suspension immédiate et retrait de M. Maxime Danning de son rôle de directeur senior de la stratégie avec recommandation de licenciement permanent après audit. Il a fait une pause, a regardé autour de la table, tous ceux qui sont pour. Chaque main s'est levée instantanément. Pas de débat, pas de dissidence. Motion adoptée, a dit Dreton en tapant sur son écran. Puis, aussi nonchalamment que s'il commandait un déjeuner, il a continué. Point suivant, retrait de mademoiselle Sophie Graer de la liste des consultants en initiative mondiale avec révocation de tous les accès contractuels et notification immédiate à notre équipe de communication filiale. Une femme près de la fenêtre a tapé sur son écran. C'est déjà commencé, a-t-elle dit. Modification du site web en cours. Bio retiré. Identifiant désactivé. Quelqu'un d'autre a ajouté, l'équipe RP est prête pour des déclarations réactives si des fuites se produisent. Ils n'ont même plus prononcé son nom. Ils ont juste traversé sa destruction comme si elle était une tâche à cocher, comme si elle n'avait jamais existé sur la liste de paix. Comme si elle ne s'était jamais tenue aux côtés de Maxime avec cette suffisance lisse et corporative. De l'autre côté de la table, Éléonore s'est tournée vers moi. Monsieur Dubois, en tant qu'actionnaire silencieux, vous avez des droits d'observateur pendant ces sessions. Compte tenu de votre proximité avec l'affaire, vous pouvez rester pour le vote d'audit si vous le souhaitez. J'ai hoché la tête une fois, je n'ai rien dit. Elle a glissé un formulaire sur la table, une seule page. Cela ne nécessitait pas de signature pour être juridiquement contraignant, mais cela nécessitait une reconnaissance. J'ai pris le stylo. La pointe a plané un instant, pas parce que j'étais incertain, mais parce que j'ai réalisé ce qu'était ce moment. Ce n'était pas une revanche. Ce n'était même pas une vengeance. C'était la confirmation que l'observation silencieuse avait plus de pouvoir que le bruit ne pourrait jamais en avoir. J'ai signé, pas de fioriture, pas de soulignement, juste de l'encre sur du papier. Et avec ça, les roues ont tourné sans moi. Un membre du conseil a mentionné une proposition de restructuration pour pourvoir le siège de Maxime. Un autre a évoqué le calendrier de recyclage éthique pour tous les directeurs seniors. Éléonore ne m'a plus regardé pendant la session. Elle n'en avait pas besoin. Le message avait été délivré publiquement, professionnellement et irrévocablement. Le nom de Sophie avait disparu du portail interne au moment où j'ai vérifié mon téléphone. Son LinkedIn était devenu silencieux. Les amis communs s'étaient désabonnés sans fanfare. Je l'imaginais faire défiler en silence, regardant tout se retirer comme une marée s'éloignant d'une plage qu'elle pensait avoir conquise. Ils avaient diffusé leur nouvelle vie comme si c'était une campagne de marque. Et maintenant l'effondrement était encore plus silencieux que leur début. À la fin de l'heure, leur nom était prononcé de moins en moins. Le dernier point à l'ordre du jour, une session fermée pour discuter de la stratégie d'engagement des actionnaires. Ils m'ont offert l'option de rejoindre. J'ai décliné. J'avais fait mon point. Pas en criant, pas en jubilant, mais en restant assis pendant que la structure, ma structure, gérait ce que l'émotion ne pourrait jamais gérer. Dehors, j'ai traversé le hall avec le même badge visiteur qu'il m'avait remis ce matin-là. Pas d'applaudissements, pas de parade, juste la satisfaction tranquille d'un homme que personne ne pensait important jusqu'à ce que son nom soit le seul qui comptait. Il était tard, près de minuit, quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Pas de numéro masqué, pas d'indicatif cryptique, juste « Sophie », aussi audacieuse que jamais, comme si rien n'avait changé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Elle n'a pas perdu une seconde. On construisait quelque chose, a-t-elle sifflé, la voix tremblante, essayant et échouant à paraître composée. Tu as tout gâché.
Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, regardant la vapeur monter de la bouilloire que j'avais oublié d'éteindre. La maison était sombre sauf la lumière au-dessus de la cuisinière, et le silence était presque orchestral. J'ai répondu calmement, j'ai construit quelque chose aussi. Tu ne l'as juste pas vu. Il y a eu une pause à l'autre bout, comme si elle ne savait pas comment argumenter avec ça. Comme si les mots atteignaient un endroit que sa logique ne pouvait plus protéger. Elle ne s'attendait pas à ce que je paraisse indifférent ou entier ou fatigué de cette façon résolue finale qui ne vient qu'après avoir gagné le genre de guerre pour laquelle personne ne crie victoire. Tu nous as embarrassés, a-t-elle claqué. Non, ai-je dit. Vous avez fait ça vous-même. J'ai juste invité un miroir à la table. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le lendemain matin, l'effondrement silencieux a commencé pour de bon. La voiture de Maxime, un modèle de luxe allemand argenté sur lequel il adorait poster, avait disparu à midi. Reprise, elle faisait partie de son package de compensation d'entreprise. Il n'avait jamais lu les petits caractères disant qu'elle serait révoquée instantanément lors de la suspension. L'équipe de remorquage du concessionnaire ne lui a même pas laissé le temps de vider la boîte à gants. Je le sais parce qu'un ami à moi qui travaille dans la logistique m'a transféré une photo, Maxime debout sur le trottoir, téléphone collé à l'oreille, regardant son symbole de statut disparaître au coin de la rue comme une couronne volée. Cet après-midi-là, le gestionnaire de l'immeuble de leur location de condo en centre-ville, loué via un partenaire corporatif de Renard et Chassagne, a reçu l'avis de résiliation. Sophie s'était vantée du package privilège 2 semaines auparavant sur Instagram, piscine sur le toit, concierge 24h24, salle de sport privée. Maintenant, elle était sur haut-parleur en train de supplier pour une période de transition. La politique ne le permettait pas. Les clés ont été désactivées à minuit. Il n'avait nulle part où aller. Maxime avait brûlé trop de ponts avec des amis qu'il considérait en dessous de lui. Sophie n'avait pas gardé son ancien appartement, elle avait emménagé avec lui le lendemain de son départ de notre maison. Vous vous souvenez? Elle a fini chez sa sœur en banlieue, 3 enfants, une chambre d'amis et une dynamique de colocation. Ils avaient à peine survécu à l'université ensemble. Je n'ai pas entendu ça directement, bien sûr, mais les gens parlent. Et quand vous tombez aussi bas, les murmures ne demandent pas la permission. Maxime a rebondi entre les canapés de 2 amis. Le bruit a couru qu'il cherchait du travail en freelance. Consulting, il appelait ça. Mais dans cette ville, une fois qu'on vous étiquette comme un risque, même le monde du freelance arrête de répondre. Leur fantasme de couple corporatif sur papier glacé s'est transformé en problème logistique du jour au lendemain. Les dégustations de vin ont cessé. Les légendes à hashtag ont disparu. Ces réseaux sociaux sont devenus noirs. Son profil à lui, autrefois placardé de photos de toits du centre-ville et de réunions mises en scène, est passé en privé. Ils n'avaient rien construit. Pas vraiment. Ils avaient confondu l'accès avec la propriété, la proximité avec le pouvoir. Et quand tout a été retiré, il n'y avait rien en dessous. Pas de fondation, juste du charme vidé des privilèges empruntés. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner en silence. Poulet rôti, purée de patates douces, un verre de rouge. Simple, ancré. Le genre de repas que les gens oublient d'apprécier quand ils chassent la validation des tours de verre. J'ai pensé à ce que Sophie avait dit. On construisait quelque chose. Elle le croyait vraiment. Elle croyait que les dîners, les photos Instagram, les chuchotements de salles de conseil signifiaient un héritage. Qu'une vue louée signifiait une élévation. Mais une structure ne se construit pas avec des selfies et des dîners steak frites. Elle se construit avec le silence, avec le levier, avec la patience. Je n'ai jamais fait d'annonce. Je n'ai jamais posté d'avertissement. Je n'ai pas envoyé de menaces ni lutté pour une conclusion. J'ai juste attendu que le piège se referme. Et maintenant il l'avait fait, calmement, complètement, irrévocablement. Pendant qu'il se défaisait, je m'asseyais en paix avec les 2 mains encore sur le plan d'architecte. 3 semaines ont passé, pas vite, pas lentement, juste assez de temps pour que la poussière retombe tranquillement, comme elle le fait toujours après une démolition contrôlée. La ville a continué de bouger, les affaires ont continué de se conclure, et quelque part au milieu de tout ça, Maxime et Sophie ont été réduits à rien de plus qu'une leçon. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis l'appel. Pas besoin. Leur nom faisait surface occasionnellement, toujours prononcé plus doucement maintenant, sur le ton réservé aux histoires d'avertissement et aux anecdotes de salles de conseil qui commencent par « Tu te souviens de ce qui est arrivé à ces 2-là, non ?»
C'était un mercredi matin quand le message est arrivé. Un simple email de l'assistante d'Éléonore. Objet, demande de présence. À l'intérieur, une date, une heure et une ligne, votre dossier consultatif est prêt. Pas de fanfare, pas de communiqué de presse, pas d'annonce, juste une convocation tranquille. Quand je suis arrivé au bâtiment Renard et Chassagne cette fois, le garde n'a pas demandé mon nom. Il a juste hoché la tête, m'a tendu un badge de sécurité sans étiquette visiteur et a ouvert le panneau latéral avec sa carte. Même ascenseur privé, même mur en acier brossé. Mais le trajet semblait différent. La dernière fois, j'étais monté avec suspicion, curiosité, la lente brûlure électrique de la rétribution fleurissant sous ma peau. Cette fois, je me tenais en silence et captais mon reflet dans le métal. Pas triomphant, pas suffisant, juste stable, inébranlable. Je n'avais rien à prouver, rien à chasser. J'avais été sous-estimé, remplacé et jeté, seulement pour revenir non pas avec fureur, mais avec présence. Cette chose rare et irréversible qui n'existe qu'après avoir survécu à l'effondrement et choisi de ne pas crier. Quand les portes se sont ouvertes, Éléonore attendait déjà. Elle n'a pas tendu la main cette fois. Pas besoin. Monsieur Dubois, a-t-elle dit avec la moindre inclinaison de tête, bon retour parmi nous. Elle m'a conduit à travers le couloir de verre, devant des salles pleines de gens qui savaient maintenant exactement qui j'étais, qu'ils le disent ou non. Je le voyais dans la pose des regards, le changement subtil du langage corporel. Pas de peur, pas de crainte. De la reconnaissance. Nous nous sommes arrêtés au bout du couloir. Une porte, verre dépoli, pas encore de plaque nominative. Éléonore l'a ouverte. À l'intérieur un bureau, minimal, étagère murale vide. Une chaise en cuir, dossier haut, fenêtre donnant sur la ligne d'horizon, élégant, pas accent grave l'œil. L'espace avait cette odeur fraîchement nettoyée de la préparation. Pas d'héritage, pas de fantôme de celui qui s'y asseyait avant. Il attendait. Elle s'est tournée vers moi. Vous pensez être prêt à intervenir? J'ai regardé autour de moi une fois, lentement pris la mesure. Le silence, l'attente? J'ai hoché la tête. Je ne suis pas là pour le remplacer, ai-je dit calmement. Je suis là pour construire quelque chose qui dure plus longtemps que la vanité. Éléonore n'a pas souri. Elle a juste répondu, c'est pour ça qu'on a demandé. Elle m'a laissé là. Pas d'instruction, pas d'intégration, juste la pièce, la vue, le siège. Je suis resté debout un moment avant de m'asseoir. La chaise était ferme. Pas de grincement, pas de jeu. Elle semblait mériter. J'ai pensé à Sophie. À l'homme qu'elle pensait choisir, au titre de poste, à la voiture de location. Les soirées avec service bouteille passées pour du progrès. Elle avait échangé quelque chose de solide pour quelque chose de brillant. Elle est partie en pensant qu'elle montait. Mais le pouvoir ne s'annonce pas. Il ne prend pas la pause. Il attend tranquillement, patiemment, jusqu'à ce que la pièce tourne. Et quand c'est le cas, il ne frappe pas. Il ouvre une porte et vous êtes soit debout la tenant la poignée, soit vous êtes enfermé dehors pour toujours.